Alors, aujourd'hui, on va s'aventurer dans un monde un peu particulier, celui de l'aérodynamique à haute vitesse. C'est un domaine fascinant où les lois de la physique qu'on croit connaître à basse vitesse, eh bien, elles sont complètement bouleversées. Dès qu'un avion s'approche de la vitesse du son, l'air, cet élément qui nous semble si simple, commence à se comporter de manière totalement folle, imprévisible et même violente. La question qui est au cœur de tout ça, c'est pourquoi est-ce que le passage du fameux mur du son est un événement aussi spectaculaire? Pour le piger, il faut tout de suite oublier l'idée d'une barrière imaginaire. Non, non, il s'agit d'une véritable accumulation d'énergie, une vague de pression bien réelle que l'avion doit littéralement percer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le tout premier concept à saisir, c'est que l'air lui-même change de nature à très haute vitesse. C'est simple, les règles du jeu de l'aérodynamique sont complètement réécrites. Ok, regardons ça. À basse vitesse, l'air se comporte un peu comme de l'eau, comme un fluide incompressible. Si on le force dans un passage plus étroit, il accélère et sa pression baisse. C'est le principe de base de la portance, c'est logique. Mais en vol supersonique, l'impensable se produit. L'air devient compressible. Et là, si on l'accélère, sa pression et sa densité augmentent. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Maintenant, il faut qu'on définisse notre cible, la vitesse du son. Ce n'est pas juste un chiffre sur un compteur de vitesse, c'est une véritable frontière physique qui est déterminée par la vitesse à laquelle les perturbations peuvent voyager dans l'air. L'analogie est parfaite. Il faut s'imaginer que l'avion est comme un caillou qu'on jette dans un lac. En se déplaçant, il crée constamment des ondes de pression tout autour de lui. C'est ça, le son. Et ces ondes se propagent dans toutes les directions, exactement comme les ronds dans l'eau. Et c'est là que les choses se corsent vraiment. Quand l'avion atteint Mach 1, ça veut dire qu'il avance pile à la même vitesse que le son qu'il produit. En gros, il rattrape ses propres ondes de pression. Celles qui sont devant lui n'ont plus le temps de s'échapper, de s'écarter. Alors elles commencent à s'empiler, à s'accumuler juste devant le nez de l'appareil. Pour mettre un chiffre dessus, dans des conditions standards au niveau de la mer, Mach 1, c'est environ 1225 km/h. Mais, attention, ce n'est pas un chiffre magique universel. En fait, il dépend beaucoup de la température de l'air. Plus l'air est chaud, plus le son va vite. On arrive maintenant dans la phase la plus critique, la plus instable de tout le vol, la zone transsonique. C'est une sorte de no man's land aérodynamique, une transition complètement chaotique entre le monde subsonique, bien connu, et le monde supersonique. Le vrai problème de la zone transsonique, c'est ce mélange. L'avion n'est plus complètement subsonique, mais il n'est pas encore totalement supersonique. Par exemple, l'air qui passe sur le dessus bombé de l'aile doit accélérer et il peut dépasser Mach 1, alors même que l'avion, lui, ne vole qu'à Mach 0,9. On a donc un mélange de flux d'air qui génère une instabilité absolument redoutable. Et ce moment précis où ça bascule, il a un nom, le nombre de Mach critique. C'est le véritable point de départ des ennuis. L'avion vole peut-être encore sous la vitesse du son, mais quelque part sur son aile, un petit filet d'air vient de passer le mur. Il est devenu supersonique. Et c'est exactement là que le phénomène le plus violent va se déclencher. Suivons un peu cette séquence. Au début, tout va bien, tout est subsonique. Puis, on atteint le Mach critique. L'air tape Mach 1 à un endroit précis de l'aile. À cet instant, paf, une onde de choc se forme. C'est une discontinuité ultra brutale où la pression et la densité grimpent en flash. À mesure que l'avion accélère, cette onde de choc recule sur l'aile, elle devient de plus en plus forte et elle arrache le flux d'aile de la surface de l'aile. Et finalement, quand l'avion est complètement supersonique, une nouvelle onde de choc, beaucoup plus stable cette fois, se forme tout à l'avant au bord d'attaque. Et attention, ces phénomènes physiques ont des conséquences bien réelles et très dangereuses. La séparation du flux d'air, ça cause une perte de portance catastrophique. Et pire encore, le centre de portance de l'aile, le point où s'applique la force, recule d'un coup. Résultat, le nez de l'avion pique violemment vers le bas. C'est exactement ça que les premiers pilotes, complètement désemparés, ont appelé la barrière de la compressibilité. Une fois cette zone de chaos franchie, l'avion entre dans un tout nouveau monde, celui du vol supersonique. La physique se stabilise enfin, mais attention, les règles du jeu ont définitivement changé. C'est ça, la nouvelle réalité du vol supersonique. L'onde de choc verticale et super instable de la phase transsonique est remplacée par des ondes de choc obliques, qui sont bien sagement attachées au bord de l'avion. La différence est capitale. Derrière une onde de choc oblique, l'air ralentit un peu, mais il reste supersonique. Et c'est ça qui permet un vol stable à très haute vitesse. Pour pouvoir voler dans ce nouvel environnement, il a fallu tout repenser. Fini les bords d'attaque arrondis et doux des avions subsoniques. Le vol supersonique, ça exige des bords affûtés comme des lames de rasoir.
C'est ce design radical qui garantit que les ondes de choc restent bien attachées au profil, ce qui assure la stabilité. Mais franchir le mur du son, ce n'était que le premier obstacle. Le vol supersonique sur de longues distances révèle un nouvel ennemi. Un ennemi bien plus tenace, la chaleur. Une chaleur extrême. En fait, le principe est assez simple à comprendre. Plus on va vite, plus la friction de l'air sur la carlingue de l'avion est intense. Et à plusieurs fois la vitesse du son, ce simple frottement génère une chaleur tellement colossale que ça devient la contrainte numéro 1 pour les ingénieurs. On l'appelle la barrière thermique. Prenons 2 exemples que tout le monde connaît. Le SR-71 Blackbird, qui volait à Mach 3.5, sa structure en titane montait à plus de 500 degrés Celsius. De l'aluminium classique aurait tout simplement fondu. Même le Concorde a dû limiter sa vitesse de croisière à Mach 2.0, et ce n'est pas par manque de puissance, mais bien parce que sa structure en aluminium ne pouvait pas supporter plus de chaleur. C'est vraiment la chaleur qui dicte la limite de vitesse. Et si on se projette un peu dans l'avenir, le défi devient encore plus fou. Au-delà de Mach 5, on entre dans le domaine hypersonique. Et là, l'échauffement est si intense que l'air autour de l'appareil peut carrément se transformer en plasma. La question pour le futur du vol à très très haute vitesse est donc posée. Alors qu'on cherche à atteindre Mach 5, Mach 10 et même au-delà, le véritable adversaire, ce n'est plus le mur du son, c'est la fournaise de la barrière thermique. Est-ce que la technologie pourra garder une longueur d'avance? La course contre la chaleur est bel et bien lancée.